me suis rendu compte que je voulais faire juste une petite perspective historique. Elle va être sommaire et caricaturale, mais en même temps qui est assez intéressante. Pendant des siècles et des siècles, le sujet de l'histoire, c'était Dieu. Dieu qui était source de la création, c'était Dieu qui déterminait en fait le destin des individus. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, cette idée est encore très très présente dans l'humanité et que beaucoup de sociétés pensent et beaucoup d'individus sur la Terre, et même dans des sociétés très développées comme les États-Unis, le Brésil, et même en France, cette idée que c'est Dieu qui est auteur en fait de nos histoires, et de la création et qui guide l'humanité est encore très très présent. Et puis la modernité est venue bousculer cette idée, le siècle des Lumières, sur l'idée que non, c'est les hommes qui font l'histoire. Et il y a eu cette idée tout à fait intéressante du côté du libéralisme que c'est la main invisible du marché, et du côté du marxisme, du communisme, du socialisme, que c'est les hommes qui font l'histoire. Et en particulier, cette idée tout à fait intéressante, certains la trouvent saugrenue, que c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire, et que le prolétariat avait une mission messianique en quelque sorte, qui était de devenir le sujet avec un S majuscule de l'histoire avec un H majuscule. Et donc cette idée que c'était là qu'il fallait penser le destin des hommes et de l'humanité a été battue en brèche à la fois par les expériences qu'on a connues en particulier au XXe siècle, depuis 1917, il y a un siècle, et puis ce qui s'est passé au XXe siècle, et puis l'idée que chaque individu, avec l'hypermodernité ou la postmodernité, on verra comment l'appeler tout à l'heure, que chaque individu était renvoyé à lui-même pour devenir le sujet de son histoire. Et c'est ça qui est une des caractéristiques de nos sociétés contemporaines, c'est cette idée que chaque individu peut advenir comme sujet, et donc, comme le disait Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui, c'est-à-dire cette idée qu'on peut produire son histoire. Et d'où une hypothèse centrale que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, de la sociologie clinique, que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet, et que cette hypothèse-là, c'est ce qu'on travaille à l'intérieur de ce qu'on a institué depuis des années, qui sont ces groupes d'implication et de recherche dans lesquels les participants sont invités à mieux comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire en quoi ils sont le produit d'une histoire, et mieux comprendre en quoi ils peuvent advenir comme sujet de cette histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour produire eux-mêmes leur histoire. Et donc, c'est cette hypothèse qui est une des hypothèses centrales au cœur de la sociologie clinique que je voudrais reprendre avec vous. Et donc, je me suis dit que le mieux, c'était de vous raconter une histoire, c'est-à-dire, puisque je viens de faire référence au groupe d'implication et de recherche, j'ai écrit un livre qui s'appelle Qui est je, et dans un des chapitres, je raconte l'histoire de Mireille. Alors Mireille, pour moi, c'est très émouvant de me rappeler un peu son parcours. Elle avait participé à plusieurs groupes d'implication et de recherche. Et dans un de ces groupes, qui était le sujet face au travail, je renvoyais au groupe la question, en fait, pour vous, c'est quoi être sujet? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce groupe, Mireille, qui n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, bon, ces groupes, ils durent 3 jours,
et il y a une dizaine de personnes, et elle vient se mettre en face du groupe et elle nous dit ce petit texte que je vais relire. Enfin, elle le dit oralement, elle n'avait pas fait un texte. Et elle dit, je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, j'aimerais vous présenter et répondre à cette question qui est importante pour moi. Et elle dit, pour moi, être sujet, c'est agir à ma manière. Être sujet, c'est exercer comme je le sens. Être sujet, c'est pouvoir faire des choix, décider avec qui j'ai envie d'être, choisir mon lieu de vie, l'aménagement de l'espace où je vis, exprimer ma créativité comme je l'entends, être maître de ce que je peux donner aux autres, goûter le plaisir de l'autonomie, mieux me connaître et m'accepter comme je suis. Être sujet, c'est ne pas s'effacer, mais plutôt s'imposer. J'ai été un objet entre mes parents qui se sont déchirés. J'avais l'impression d'être une balle entre deux camps. Quand on a eu l'habitude d'être sujet, on continue, pardon, quand on a pris l'habitude de ne pas être sujet, on continue. J'ai quitté mes parents à 18 ans, je me suis marié, je me suis donné entièrement à mes enfants et vers 40 ans, indépendamment de moi, j'ai voulu être sujet. J'ai cherché du travail. Pendant 40 ans, j'ai pleuré et j'en ai eu assez. J'ai décidé de divorcer. J'ai décidé de faire un quatrième enfant avec un homme qui est parti. J'avais choisi. Je suis devenue indépendante financièrement. Mon travail m'a aidé à devenir un sujet plus réalisé. Être sujet, c'est être entièrement moi-même. C'est tuer l'image de l'enfant et de la femme idéale que l'on avait placée en moi. C'est valoriser mes impressions, mes intuitions. C'est croire que je peux avoir raison, ce que longtemps je n'ai pas cru. Être sujet, c'est apprendre à voir clair, ne pas se laisser déformer, ne plus être à côté de soi, à côté de ses pompes, s'habiter entièrement. Je pensais avant que je n'avais rien à dire, j'étais un objet utile, utilisé. Je sais aujourd'hui ce que c'est de devenir un sujet. Voilà ce que nous a dit Mireille, comme ça d'une traite. Et je dois dire que le groupe était scotché, et moi aussi d'ailleurs, devant cette densité incroyable de ce texte. Et c'est pour ça que j'ai écrit Qui ai-je. Je veux dire, j'ai mis plusieurs mois à en tirer les pépites. Hein, je vous en donne quelques exemples. D'abord, l'idée que pour moi, être sujet, c'est agir à ma manière. Et je trouve ça tout à fait intéressant qu'elle mette en avant l'action, c'est agir. Mais à ma manière, c'est-à-dire ne plus agir en étant dans l'hétéronomie, dit Castoriadis, c'est-à-dire gouverner de l'extérieur, mais agir à ma manière, c'est-à-dire sur ce qui me convient pour moi. Et donc, elle ne nie pas les contraintes. Elle n'oppose pas la liberté du sujet au poids des déterminations et des exigences auxquelles elle est confrontée. Simplement, elle indique que le sujet se construit dans la recherche de cohérence entre l'action qu'il mène et le sens qu'il lui donne. Faire à ma manière, exercer comme je le sens, précise-t-elle. Et donc l'action, la réflexivité et la sensibilité sont convoquées comme trois piliers nécessaires à la construction du sujet, à son équilibre, à son harmonie. Et donc, la cohérence pour Mireille, entre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, lui permet d'être plus au clair par ses choix. Mais d'abord, c'est dans un premier temps, elle refuse de continuer à être traitée comme un objet. Et donc ça pour moi, c'est une hypothèse tout à fait importante. Le sujet, il se construit, il advient à partir du moment où il dit non à quelque chose. Donc il est dans la résistance à ce qu'il est
par rapport à tous les déterminants sociaux qui l'ont fabriqué, qu'ils soient biologiques, sociaux, familiaux, etc. Et à un moment donné, il dit non, ce qui renvoie d'ailleurs à cette image de Sartre dans La nausée, quand le personnage principal, tout d'un coup, a le sentiment, mais j'existe, quoi. Et le premier pas de l'existence, c'est dire non, et d'affirmer des choix qui sont des choix personnels dans un second temps et qui concernent l'ensemble des registres de l'existence, puisque elle dit, Mireille, avec qui j'ai envie d'être, choisir mon lieu de vie, l'aménagement de l'espace où je vis, exprimer ma créativité comme je l'entends, être maître de ce que je peux donner aux autres. Je trouve ça très très important, être maître de ce que je peux donner aux autres, c'est-à-dire la question de l'altérité arrive immédiatement. On reviendra sur cette question. Et que la liberté de décision, l'expression de la créativité et la relation à l'altérité sont intimement mêlées dans ce mouvement de conquête qui conduit à goûter le plaisir de l'autonomie. Et ça aussi, je trouve que c'est magnifique. C'est-à-dire pour elle, l'autonomie, c'est pas l'objectif. C'est l'autonomie, c'est bien à condition que on puisse être dans le plaisir, dans savourer l'idée d'être libre et d'affirmer sa liberté. Et donc la question du plaisir est ici centrale, la saveur que le sujet éprouve à s'éprouver lui-même, à se découvrir comme un être à part entière, à s'accepter tel qu'il est et à mieux se connaître. Elle décrit avec beaucoup de subtilité la contradiction dans laquelle se trouve l'individu pour faire ce travail sur lui-même entre ce qui s'impose à lui et ce qu'il réalise de lui-même, entre la tentation de l'effacement et le désir d'exister. Et donc l'éprouvé de l'existence lui apporte un plaisir intense du registre de la joie, de la certitude d'être enfin soi-même, de se découvrir comme un être à part entière, de faire l'apprentissage d'une nouvelle étape de vie dans un double processus d'autonomisation et d'individualisation. Et donc, après ça, elle nous dit, j'ai été l'objet entre mes parents qui se sont déchirés. C'est ça l'individu produit d'une histoire. Elle évoque son passé, l'enfant qui est ballotté dans un conflit conjugal entre son père et sa mère, et qui est investi de sentiments divers, conditionné par un contexte social, culturel, familial. Et l'histoire de ce contexte est évidemment déterminante dans la mesure où elle est un élément qui fixe les individus dans un espace social, si je reprends les catégories de Bourdieu, capital social, capital économique, capital culturel, ce qui reçoit en fait à son héritage, et l'héritage c'est au moment de la naissance, c'est pas au moment de la mort des parents qu'il produit ses effets, et ce que Bourdieu appelle aussi l'incorporation des habitus qui sont liés à sa culture, à son milieu, à sa famille et à son éducation. Et Mireille nous dit quelque chose de tout à fait intéressant, qui est quand on a eu l'habitude de ne pas être sujet, on continue. Ici, le on indéterminé se substitue au je, signifiant le poids de l'histoire comme détermination au fondement de l'existence humaine, comme le support initial à partir duquel l'individu se construit. Donc l'ensemble des conditions sociales qui contribuent à la fabrication des individus et dont ils doivent se dégager pour affirmer une singularité. Mais la formule qu'elle emploie est tout à fait intéressante. Mireille dit qu'elle a voulu être sujet, mais que cette volonté s'est exprimée malgré elle. Cette phrase tout à fait étonnante, et vers 40 ans, indépendamment de moi, j'ai voulu être sujet. Comment comprendre cette contradiction? Comment comprendre que le sujet s'affirme indépendamment de lui-même? Quel est ce moteur qui va le pousser à prendre son autonomie, ou peut-être pas
plus qu'un moteur, une contradiction sur laquelle se construisent les destinées humaines. Le sujet ne maîtrise pas son existence, il est d'abord assujetti au désir de l'autre, assujetti à ses conditions concrètes d'existence. Il est un héritier possédé par son héritage et illusionné par l'idée que c'est lui qui possède l'héritage alors que c'est l'héritage qui le possède. Et lorsque l'individu parle de son histoire comme s'il en était propriétaire, c'est mon histoire, en fait, il ne se rend pas compte qu'il évoque le fait que c'est l'histoire qui le possède. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui l'a fabriqué tel qu'il est. C'est l'histoire qui le fait. Et donc, vouloir être sujet, c'est effectivement faire ce travail sur tous les éléments constitutifs qui produisent chaque individu. Et c'est une dialectique subtile puisque ces éléments sont en partie intégrantes à l'intérieur de soi. C'est ce que Bourdieu parle d'incorporation, ou les psychanalystes, Christophe viendra peut-être sur l'intériorisation, sur toute cette dimension inconsciente qui est un des éléments centraux de la production de soi comme individu et de soi comme sujet. Si la question du sujet se pose, c'est parce que au départ, il y a un assujettissement. Et Judith Butler, qui est une féministe sociologue américaine très importante, un philosophe aussi, résume cette dualité. L'assujettissement désigne à la fois le processus par lequel on devient subordonné à un pouvoir. On dit du sujet qu'il est assujetti. Le sujet, c'était le sujet du roi, initialement. Donc, par lequel on est subordonné à un pouvoir, et le processus par lequel on devient sujet, c'est-à-dire dans lequel on se détache de ce pouvoir. Aucun individu ne devient sujet sans être d'abord assujetti et sans subir une suggestion. Et donc ces deux aspects du processus d'assujettissement sont centraux. Ils sont à la fois opposés et complémentaires. C'est ce que dit Morin sur la complexité, quand il dit que c'est des processus qui sont à la fois complémentaires, contradictoires et antagonistes. Et bien, la question du sujet, elle est au cœur de cette complexité. D'un côté, l'idée de soumission, de subordination à un pouvoir, de l'autre côté, l'idée d'individuation, d'autonomie, de singularité qui invite à devenir soi-même, comme le disait Nietzsche. Et ce double mouvement correspond aux deux faces du pouvoir, le pouvoir comme domination, du poids des déterminismes, ce qui nous assujettit et qui nous oblige à être, c'est l'ensemble des contraintes, des normes dont parle Mireille. Et puis, l'autre aspect, c'est les supports, le pouvoir d'agir, les moyens, c'est de développer ses capacités d'action à partir de ressources. Et son héritage, c'est aussi des ressources. Il y a des héritages qui sont des bons supports pour exister dans la société, alors que vous avez des héritages qui, au contraire, soit par leur absence, soit par leur poids, vous empêchent de réaliser un certain nombre de désirs, un certain nombre de possibilités. D'où cette ambiguïté de la société hypermoderne par rapport à l'injonction à l'autonomie, l'injonction à la réalisation de soi-même, l'injonction à être un individu libre qui peut décider de son sort, etc. C'est-à-dire, on voit bien que cette idéologie de la réalisation de soi-même est aussi un leurre. C'est-à-dire, à la fois, c'est une formidable injonction à la liberté d'être soi-même, et en même temps, quelque part, ce que Eugène Henriquez appelait un imaginaire leurrant, c'est-à-dire l'idée que chaque individu serait totalement libre pour réaliser son destin, sans tenir compte des conditions sociales, sans tenir compte de son héritage, sans tenir compte de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur sa destinée, et avec d'autres
en sociologie clinique, on a beaucoup développé cette autonomie contrôlée développée par l'idéologie managériale qui vous fait croire que votre réussite ne dépend que de vous, alors qu'on est dans un univers de travail et de contraintes qui détermine quasiment vos horaires, vos possibilités, l'ensemble de votre existence. Donc, et je terminerai par ça, la question du sujet, elle est plurielle, elle est complexe, elle est contradictoire, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et c'est pour ça que je pense qu'on l'a mis au cœur d'une de ces conférences, parce que c'est une réflexion qui est au cœur de la sociologie clinique, c'est-à-dire à la fois sociologie, c'est-à-dire l'analyse de en quoi l'individu est fabriqué socialement, en quoi il est produit d'une histoire, et l'ensemble des déterminations sociologiques, économiques, idéologiques qui pèsent sur ces processus de fabrication des individus, et en même temps clinique, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce que chaque individu peut faire de son histoire, et que la question du travail, de la clinique narrative, et la question des récits de vie et la question des supports qu'on utilise beaucoup dans les groupes d'implication et de recherche, c'est de partir sur la façon dont chacun fait un récit sur cette histoire. Et on viendra sur les pièges, qu'il ne suffit pas de faire un récit pour se réinventer, mais ça contribue à mieux comprendre d'où je viens, pour mieux saisir là où je vais, et on développera aussi ça la prochaine fois sur la clinique de l'historicité. Pour terminer, je voudrais dire qu'on voit là qu'on a affaire à différents registres quand on plonge dans cette notion de qu'est-ce que c'est qu'être sujet, les différentes dimensions du sujet. Le premier, c'est le sujet social, affirmer sa capacité à subvenir à ses propres besoins, accéder à l'autonomie nécessaire pour avoir une existence sociale. Mireille insiste beaucoup sur l'indépendance financière, qui est un élément objectif qui va lui permettre subjectivement de devenir un peu plus ce sujet. Et donc, ça renvoie ça à la place dans la société, dans les rapports sociaux, et à l'ensemble de l'analyse des déterminants sociaux de l'existence individuelle. La deuxième dimension, c'est le sujet existentiel. Affirmer son désir d'être, son projet d'être, dit Sartre, pour soi-même, apprendre à exprimer son propre désir face au désir de l'autre, en se dégageant des projections imaginaires dont on a pu être l'objet. Et dans le roman familial et trajectoire sociale, par exemple, on travaille beaucoup sur le projet parental. Qu'est-ce que mes parents voulaient que je devienne? Et de voir qu'est-ce qu'on a fait de ça, à la fois comment ça a déterminé un certain nombre de choix de notre existence et comment on s'est dégagé de cette projection de l'idéal parental pour pouvoir accéder à son propre désir. Et puis le sujet réflexif. Le sujet, c'est cette capacité de comprendre, cette capacité de se penser soi-même, cette capacité et de penser par soi-même, affirmer ses croyances, ses propres idées, ses propres convictions, fonder ses opinions sur sa raison, ses raisons à soi, rechercher la cohérence entre ce que je sais, ce que je ressens et ce que j'exprime, ce que je dis. Pour moi, ça, c'est un point tout à fait important qui montre aussi notre attention dans les groupes d'implication et de recherche à articuler entre la réflexivité, l'éprouvé et la parole. De travailler sur ce triptyque-là, de cohérence entre ce que je dis, ce que je ressens et ce que mes aspirations, ce que je souhaite, ce que je désire.
Et enfin, je reviens au sujet acteur parce que c'est une dimension tout à fait essentielle, la cohérence entre ce que je dis, ce que je ressens, ce que j'éprouve et ce que je fais. Et là, c'est tout à fait intéressant, hein, de la confiance en soi qui donne cette capacité d'agir, hein, ce goût de l'action, hein, de se réaliser à travers ses œuvres. Et donc, chacune de ces dimensions renvoie à des dimensions théoriques. Hein, donc, il convient de penser les connexions, les différences, les oppositions, hein, l'univers de la société, de la culture, de l'économie, des institutions, des rapports sociaux, hein, là où l'individu est sujet socio-historique confronté à des déterminations multiples liées au contexte dans lequel il vit, à la fois l'époque et le contexte socio-économique, socio-historique. Le deuxième univers, c'est l'univers de la psyché, des pulsions, des fantasmes, de l'imaginaire, là où l'individu est sujet de désir, est confronté au désir de l'autre, est confronté aux contradictions qui l'habitent de l'intérieur, en particulier entre Eros et Thanatos, disait Freud. L'univers de l'éprouvé, des sentiments, des émotions, hein, là où le corps est mobilisé dans son rapport au monde, entre plaisir et souffrance, entre sensibilité et perception. J'aime bien cette phrase de penser les émotions comme horloge de la subjectivité, hein, qui indique au sujet son temps intérieur. Qu'est-ce qui se passe, hein, dans l'intériorité. L'univers, c'est le quatrième, cognitif de la réflexivité, là où l'individu se constitue en sujet d'une parole et en sujet qui lui permet de penser. Vous vous souvenez du cogito ergo sum, hein, de nommer, comprendre, analyser et d'accéder à une certaine maîtrise, hein, dans son rapport au monde. Et enfin, l'univers de l'action, dans la mesure où le sujet se révèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il réalise comme auteur et les actes concrets de son existence.